Mon nouveau camion m'a coûté une fortune. C'était une affaire en or. L'appel est arrivé à 3h14 du matin, un mardi. Je n'étais pas encore au lit. J'étais déjà debout, assis à mon îlot de cuisine, une tasse de café tiède à la main, les yeux rivés sur le GPS de mon téléphone. Le point n'avait pas bougé depuis 4 heures. Le camion était garé dans une fourrière à Reno, dans le Nevada, à 300 mètres de l'endroit où il était censé être. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ce n'était pas la police. C'était ma mère. Surtout, n'appelle pas les flics, m'a-t-elle écrit. Il peut s'expliquer. C'est un malentendu. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une gorgée de café, composé le numéro non urgent du commissariat de Reno et signalé le vol de mon Ford F-Platinum 2025. Quand le policier m'a demandé si je savais qui était le suspect, je n'ai pas hésité. Oui, ai-je dit. Il s'appelle Kyle Miller. C'est mon frère. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas hésité, il faut comprendre l'histoire de ce camion. Pour ma famille, ce camion était un symbole d'arrogance. À leurs yeux, un pick-up à 75 000 $, c'était juste moi qui étalais ma richesse, qui leur narguais avec ma réussite. Ils ne voyaient pas les 12 années que j'avais passées à ramper dans des vides sanitaires remplis d'amiante, les 98 semaines à monter des maisons en plein hiver, ni le fait que j'avais démarré mon entreprise de construction générale avec une vieille berline rouillée et un marteau. Ils ne voyaient pas que ce camion était mon bureau, ma boîte à outils, l'image de ma société. Pour eux, j'étais juste la banque et Kyle, le malchanceux. J'ai 32 ans, Kyle en a 29. Sur le papier, nous avions le même point de départ, mêmes parents, même maison de banlieue à Sacramento, mêmes écoles publiques. Mais chez les Miller, l'histoire était toujours écrite en faveur de Kyle. Si j'avais un A, c'était normal. Si Kyle avait un C, on allait manger une pizza pour fêter ses efforts. J'étais la solide, celle qui n'avait pas besoin d'attention. Kyle était sensible. Il avait du potentiel. Ce potentiel se manifestait généralement par des projets pour s'enrichir rapidement. Il y a eu la période du dropshipping, celle des crypto-monnaies qui a englouti les économies de mes parents, et celle des paris sportifs qui prétendaient être des investissements, et non des jeux de hasard. Pendant tout ce temps, mes parents, Linda et Bob, ont fait office d'attachés de presse. Kyle a juste besoin d'une pause. Ma mère disait, « C'est un entrepreneur dans l'âme. Ce n'est pas un employé modèle comme toi, David. » Employé modèle, c'était leur façon de dire ennuyeux. J'étais ennuyeux parce que j'économisais. J'étais ennuyeux parce que je remboursais mon prêt immobilier. J'étais ennuyeux parce que je conduisais un camion qui sentait la sueur et la sueur au lieu de l'eau de Cologne et du désespoir. L'incident a commencé il y a 3 jours, lors d'un dîner de famille dominicale auquel je ne pouvais pas échapper. Je venais de terminer la construction d'une maison sur mesure, un chantier de 6 mois. J'étais épuisé, j'avais des courbatures partout. Mais j'étais là. Je me suis garé dans l'allée, la peinture céramique toute neuve de mon F-150 noir luisant sous les réverbères. C'était mon seul trophée. Je l'avais acheté comptant 2 semaines auparavant. Je suis entré et l'atmosphère était tellement pesante qu'on aurait pu s'étouffer. Kyle était affalé sur le canapé, l'air d'avoir fait 12 rounds de boxe avec la gueule de bois. Ma mère faisait les 100 pas. Mon père fixait la télé, pratiquant sa technique d'évitement habituelle. « David, merci mon Dieu. Maman, on a besoin d'un service, dit-elle sans même me saluer. Je m'arrêtai dans le couloir. Je ne te prête pas d'argent. Maman, je viens de payer mes impôts trimestriels. Ce n'est pas une question d'argent, rétorqua-t-elle avec mépris, comme si les milliers que j'avais prêtés au fil des ans n'existaient pas. C'est le camion? Je ris, un rire sec et instinctif. Non, écoute-moi, lança-t-elle sèchement. Kyle a un entretien demain. Un entretien important. Directeur régional des ventes pour une entreprise de solaire. Un salaire à 6 chiffres. David, ça pourrait être le moment décisif. Super, dis-je. Il peut conduire sa Honda. La Honda n'est pas disponible, intervint Kyle d'une voix rauque. Il ne me regarda pas. Indisponible, demandai-je. Elle est au garage, marmonna papa depuis son fauteuil. Réparation de la boîte de vitesse. Alors, prends un Uber, dis-je. L'apparence compte. Maman haussa le ton. C'est un poste de commercial. S'il arrive en Uber, il aura l'air d'un gamin. S'il arrive avec ce camion, ça respire la puissance. Ça respire la réussite. Ça lui va comme un gant. Il a juste besoin de l'emprunter 3 heures. Lundi matin, il te la déposera sur ton chantier avant midi. J'en ai besoin pour le travail. Maman, tous mes outils sont dans la benne. Décharge-les, dit-elle en agitant la main d'un air dédaigné. C'est juste une matinée.
David, tu veux que ton frère échoue? Tu es si jaloux qu'il puisse enfin gagner plus d'argent que toi? Voilà. Le piège, l'accusation de sabotage. Si je disais non et qu'il n'obtenait pas le poste, ce serait de ma faute pendant 10 ans. Si je disais oui, j'étais un idiot. Mais j'étais épuisé. J'étais tellement fatigué de ces disputes. Très bien, dis-je. Une décision qui me donne encore la nausée rien qu'en y repensant. Mais les outils restent dans la benne verrouillée. Tu vas à l'entretien à Roseville et tu reviens directement. J'ai une réunion client à 13 heures. Si le camion n'est pas rentré à 12h30, je le signale. Qu'à se leva d'un bond, plein d'énergie. Frère, merci. Sérieusement, je ne te laisserai pas tomber. Je prends un nouveau départ. Ce boulot, c'est le bon. Il avait l'air sincère. Pendant une fraction de seconde, j'ai voulu le croire. Je voulais croire au frère avec qui j'ai joué à la balle il y a 20 ans, pas au toxico qui m'a volé ma carte bancaire à la fac. Je lui ai tendu le porte-clés. Ne me fais pas regretter ça. Lundi matin est arrivé. J'ai pris un Uber pour le chantier, me sentant nu sans mon matériel. J'ai passé la matinée à superviser l'équipe de plaquistes, regardant ma montre toutes les 10 minutes. Midi est arrivé. Non, Kyle. 12h30 est arrivé. Je l'ai appelé directement et je suis tombé sur sa messagerie. 13h, j'ai appelé maman. Il est sûrement encore en entretien, a-t-elle dit d'un ton léger. Ça dure longtemps quand on leur plaît. Arrête de regarder ta montre. Maman, j'ai raté mon rendez-vous client. Où est-il? Je ne sais pas. David, arrête de nous harceler. Il sera là vers 16h. J'ai ouvert le fort de l'application Pass sur mon téléphone. Je ne l'avais pas vérifié plus tôt, car j'avais naïvement cru qu'il était du coin. L'application s'est actualisée. Le camion n'était pas à Roseville. Il était sur elle. I-80, direction est. Il franchissait rapidement la frontière de l'État. J'ai appelé Kyle. Messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS. Fais demi-tour maintenant. J'ai appelé papa. Il vole le camion. Ne dis pas ça, a dit papa d'une voix fatiguée. Il nous a appelés. Il a décroché le boulot. David. Il fait ça. Il a dit qu'il allait faire un tour en voiture pour se changer les idées avant de commencer. Il sera de retour demain. Il est dans le Nevada. Ai-je dit? Prononce ton froid et monocorde que j'utilise quand un sous-traitant essaie de m'arnaquer. Il va à Reno, alors laisse-le passer la nuit. Tu es assuré. Arrête de tout contrôler. J'ai raccroché. J'ai regardé le point se déplacer sur l'écran pendant le reste de la soirée. Il s'est arrêté devant un motel près du Strip à Reno à 20h. Il y est resté 1 heure. Puis il s'est déplacé vers un prêteur sur gage. Quartier commerçant, casino du centre-ville. Puis, à 23h, plus de signal. Il avait désactivé le modem ou quelqu'un d'autre l'avait fait. Nous en revenons donc à 3h14 du matin au rapport de police et au silence de ma cuisine. Après avoir raccroché avec la police de Reno, j'ai pris une douche, enfilé mes bottes de travail et pris ma camionnette de contremaître pour Reno. Je n'ai rien dit à mes parents. Je devais juste voir le véhicule. Je devais constater les dégâts. Quand je suis arrivé à la fourrière 6 heures plus tard, le détective Miller m'attendait. Aucun lien de parenté, ironie cruelle du sort. Il m'a regardé avec pitié. « Vous êtes le frère ?» a-t-il demandé. « Oui. » « Le camion est en bon état ? » « Oui, à peu près. La serrure du couvre-benne est cassée. Les outils ont disparu, mais ce n'est pas le plus grave. Il m'a conduit au véhicule. Il était poussiéreux, mais là, puis il m'a tendu un morceau de papier. C'était un mot manuscrit sur une serviette de casino. « Votre frère n'est pas parti faire un tour en voiture pour le plaisir. » Le détective a dit qu'il avait essayé de mettre le titre de propriété en garantie. Il ne l'a pas. J'ai dit que si. Il est dans mon coffre-fort, n'est-ce pas? Mais il a convaincu un prêteur, disons, sans licence, de me l'envoyer par la poste. Il lui a remis les clés et le camion en garantie d'un prêt de $20,000 sur jeton. Il a perdu l'argent en 2 heures aux tables de jeu. Incapable de rembourser, il a tenté de s'enfuir. Le prêteur a gardé le camion. Nous avons perquisitionné son domicile ce soir pour une autre affaire et nous y avons trouvé votre camion. Votre frère a été retrouvé caché dans la chambre de motel d'à côté. Où est-il maintenant? En prison. Vol de véhicule. Escroquerie. Possession de stupéfiants. J'ai fixé mon camion du regard. Mes outils, des lasers et des 6 Milwaukee d'une valeur d'environ $10,000, avaient disparu. Probablement vendus à un rustleur dans l'heure qui a suivi son arrivée. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Maman, papa, tante Sarah, toute la bande se mobilisait. Je les ai tous ignorés.
J'ai signé les formulaires de décharge. J'ai payé les frais de fourrière et je suis monté dans mon camion. Ça sentait la cigarette froide et une peur bon marché. J'ai roulé jusqu'à Sacramento en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le ronronnement des pneus et la certitude que le frère que je connaissais était mort. Il était mort depuis des années, remplacé par ce parasite qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Quand je suis arrivé chez moi à 14 heures, il m'attendait. La voiture de mes parents était garée dans la rue. Il se tenait sur le perron. Ma mère avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Mon père avait l'air furieux. Je suis sorti du camion. Je ne me suis pas dirigé vers eux. Je suis allé à la boîte aux lettres. « David !» a crié ma mère. Elle a dévalé l'allée. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« La police a dit que tu portais plainte. »« Oui, » ai-je répondu en feuilletant un prospectus de coupons de réduction pour des pizzas. « C'est ton frère ?» Elle m'a attrapé le bras et s'est dégagée. Il a fait une erreur. Il a un problème de jeu. Il a besoin d'aide, pas de prison. Il a volé une voiture à 75 000 $, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Il a vendu pour 10 000 $ de mes outils. C'est mon gagne-pain. C'est comme ça que je paie cette maison. C'est comme ça que je vous offre les repas. On peut te rembourser, cria papa en s'approchant. On prendra un 2e prêt hypothécaire. On arrangera ça. Il suffit d'abandonner les poursuites. S'il est condamné pour un crime, sa vie est finie. Sa vie n'est pas finie, dis-je calmement. Ça commence enfin à lui appartenir. Tu ne peux pas me rembourser. Papa, tu n'as aucun droit dessus. Tu as tout dépensé pour le sortir de là les 3 dernières fois. Tu as été insensible. Maman a sifflé. Son visage était déformé d'une manière que je n'avais pas vue depuis que j'avais quitté la maison à 18 ans. Tu tiens plus à cette boîte en métal qu'à ta propre chair et ton propre sang. J'ai échoué en tant que mère. J'ai élevé un monstre. Tu en as élevé 2, les jeux corrigés. L'un te dévore vivant et l'autre, tu essaies juste de le saigner à blanc. J'en ai assez de saigner. Si tu ne retires pas ces accusations, a dit papa en empiétant sur mon espace personnel et en me pointant du doigt, ne te donne même pas la peine de venir pour Noël. Ne te donne même plus la peine de nous appeler. Tu es mort pour nous. J'ai regardé le camion. J'ai regardé la maison que j'avais construite de mes propres mains. Puis j'ai regardé ces 2 inconnus qui dépensaient mon argent et me vidaient de mon énergie depuis 10 ans. D'accord, ai-je dit. Le silence qui a suivi était pesant. Il s'attendait à ce que je craque. Il s'attendait à ce que le bon fils s'excuse. Pour arranger ça, sortir le chéquier et faire disparaître les rancœurs. D'accord, murmura maman. Fiche le camp de chez moi, dis-je, et ne reviens plus. Si vous le faites, j'ajouterai l'intrusion au rapport de police. Ils restèrent là 1 minute entière, attendant la chute. Quand je leur ai tourné le dos et me suis dirigé vers la porte d'entrée, les cris ont commencé. Des injures, des larmes, des menaces de procès, des menaces de châtiment biblique. Je suis entré. J'ai verrouillé la porte et, pour la première fois de ma vie, j'ai actionné le verrou de sécurité, non pas pour empêcher les étrangers d'entrer, mais pour protéger ma famille. Les mois suivants ont été un tourbillon de paperasse. Mes parents ont engagé un avocat pour Kyle avec de l'argent emprunté à ma tante. Ils m'ont dépeint comme le frère aîné riche et vindicatif qui avait piégé Kyle. Ils ont déclaré au tribunal que je lui avais offert le camion avant de me raviser. Mais j'avais les reçus. J'avais les SMS. J'ai juste besoin de l'emprunter 3 heures. Il me le rendra avant midi. J'avais les données GPS. J'avais des années de virements bancaires prouvant que ce n'était pas moi qui avais besoin d'aide financière. Kyle a finalement plaidé coupable. 2 ans de prison. Je n'ai pas assisté au prononcé de la sentence. Les conséquences ont été exactement celles auxquelles on pouvait s'attendre. J'ai été excommunié. Mes cousins m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Ma tante m'a envoyé une Bible avec des versets surlignés sur le pardon. Je l'ai jetée au recyclage. Mais un truc bizarre s'est produit environ 3 mois après le début de cette mise à l'écart. Mon compte en banque a commencé à gonfler rapidement. Je n'achetais plus de billets d'avion d'urgence. Je ne payais plus de découvertes accidentelles. Je ne payais plus le loyer de l'appartement dont Kyle avait été expulsé. J'ai réalisé que j'avais porté un sac à dos rempli de pierres en essayant d'escalader une montagne. Je pensais que le poids était normal. Je pensais que c'était la gravité. Ce n'est qu'en coupant les sangles que j'ai réalisé que je pouvais enfin respirer. J'ai toujours mon F-150. Je l'ai fait nettoyer à fond. J'ai changé les outils et j'ai fait réparer la serrure. Je l'utilise tous les jours pour me rendre sur les chantiers. Parfois, coincé dans les embouteillages, je pense à Kyle dans sa cellule au Nevada. Je ressens un pincement de culpabilité, cette vieille douleur familière à laquelle j'ai été conditionné.
Puis je regarde le siège passager. Il est vide. Personne ne me demande 20 $. Personne ne me dit que je ne suis pas assez bon pour me prendre en stop. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de prison. Pas d'adresse de l'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture. C'était Kyle. Je suis resté planté devant la poubelle, hésitant à l'ouvrir. J'ai repensé au mantra « La famille s'entraide » que ma mère répétait comme une incantation. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai déchirée. Je suis allé au garage, j'ai ciré mon camion et j'ai savouré le silence. C'était l'objet le plus cher que j'ai jamais possédé. Mais son prix n'avait rien à voir avec la concession Ford. Il m'a coûté mes parents et mon frère. Et honnêtement, c'était une aubaine.